Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Corporalité. Alors, j'ai un très, très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir ma super bonne amie et collègue, mais aussi très bonne amie, voilà, surtout, Camilla Gotha. Eh ben, je vais te laisser tout de suite la parole, Camilla, pour que tu te présentes un petit peu, que tu nous expliques qui tu es, qu'est-ce Merci que tu beaucoup fais. Yael. Merci pour ton invitation à ton joli podcast où il y a plein de petites têtes connues, moins connues qui sont passées. Donc ça, c'est toujours un plaisir. Je fais bref parce que c'est la chose que je n'aime pas me présenter. Donc je m'appelle Camilla Botta, mais donc je suis italienne à la base, mais française d'adoption maintenant depuis 25 ans. J'ai une formation à la base des danseuses, d'abord classique en Italie, après contemporaine, entre l'Angleterre en Laban School et ensuite à Paris, au RIDC. Et j'ai dansé pour longtemps de ça. Entre-temps, je m'étais formée à la formation en Pilates. Et maintenant, au bout de pas mal d'années, au bout de 20 ans, voilà, je suis formatrice aussi et notamment en anatomie et je suis praticienne de rolfing, qui est une technique de fasciathérapie, depuis 15 ans. Voilà en bref. Génial. Donc ça m'amène au premier point, c'est plein c'est un parcours, super riche, très cohérent forcément, danse, pilates, mouvement, rolfing, anatomie et cetera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, comment tu as navigué de l'un à l'autre. Puis en plus, on voit qu'il y a eu des longs enfin, tu as pris le temps de faire chaque chose bien et intensément et profondément, mais qu'est-ce qui t'a amené, tu vois, à parcourir tout ça? D'abord, je pense qu'avant tout, c'est l'amour du mouvement. Le mouvement en sens large, c'est-à-dire le mouvement du corps, mais le mouvement de la vie, de bouger, je pense aussi que ça vient en quelque part de mon éducation et ensuite, comme toute, petite fille, j'ai voulu faire de la danse. Forcément au départ, danse classique avec le grand malheur de mes parents qu'ils étaient, à l'époque un peu contre les comment dire? Les règles et tout ça, donc elle veut faire de la danse classique jusqu'à quand ma mère, elle m'amène petite à voir, Caroline Carson pour dire: «Mais non, mais tu vois, il y a un autre type de danse» et cetera. Ce qui fait qu'après, même par rapport à mon physique et cetera, ça a débouché dans la danse et pendant que j'ai dansé, je m'étais blessée et donc j'ai connu le pilates, de cette façon-là. Donc je m'étais blessée pas du tout au départ en danse, mais dans un accident de moto et j'ai eu la chance à Milan que mon ostéopathe, il travaillait avec un kiné qui faisait de la rééducation avec les machines et notamment, particulièrement avec le réformeur et le foot corrector. Donc j'ai fait toute ma rééducation du genou, comme ça, parce que je m'étais lésionée, les ligaments croisés antérieurs et c'est resté pour longtemps un leitmotiv, tout au long de ma formation des danseuses, de carrière des danseuses. Au Laban School, on avait des cours de pilates, pareil. Il y avait, dans les couloirs, il y avait un réformeur aussi. Ça restait, mais c'était pas un intérêt plus que ça et ensuite, quand je suis arrivée en France pour, suivre le travail de Dominique Dupuy, que je suivais déjà en Italie parce que j'ai eu la chance de le connaître, quand j'avais, 16 ans. De suivre son travail, mais je savais pas qu'en fait, lui, il a une grande empreinte de son travail venait de Joseph Pilates, par rapport aux alignés de Jérôme Mandreuse et à l'université de Paris 8, j'avais connu justement Dominique Pro, que c'est une, figure aussi de l'analyse fonctionnelle du mouvement et qui était aussi, suite du travail des Jean Mindreuse et donc j'ai Alors juste commencé pour, comme ça. ouais, juste pour petite information, peut-être Dominique Dupuy, ça parle pas à tout le monde. Le couple Dupuy, c'est des précurseurs de la danse, moderne, contemporaine, en France, en fait? Exactement, c'est 2 grands maîtres de la danse moderne en France. Ils sont décédés il y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant Françoise et il y a 1 an, Dominique, un peu moins d'1 an maintenant Dominique et ils ont été très importants pour la danse, moderne en fait en France et ensuite contemporaine et
pas seulement aussi, on va dire, pour la danse institutionnelle, dans le sens de remettre au l'ordre du point la danse contemporaine, parce que c'est grâce à eux qui a été créé, bah, beaucoup ils s'étaient bataillés pour créer les centres chorégraphiques, qui se sont bataillés pour créer les 2 donc le diplôme d'État en professeur de danse. C'est grâce à eux que Merce Cunningham est venu pour la première fois en France, donc on doit à ce couple de maîtres beaucoup, beaucoup. Souvent, on en parle un peu parce qu'en termes de chorégraphes, ils n'ont pas eu ils bon, il y avait quand même les ballets modernes de France, mais ils ont pas eu une renommée, extraordinaire, à différence de beaucoup de ces élèves, mais ils étaient 2 grands pédagogues. Donc ils ont formé énormément, énormément de gens qu'on voit Mmh. encore sur scène et tout ça. Et donc voilà, moi j'avais choisi à 16 ans, j'étais tombée amoureuse de ce travail avec, ce monsieur et donc j'étais un petit peu indécidée entre la France ou l'Angleterre. Donc je suis partie d'abord en Angleterre et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah non, je vais retourner en France» et à l'université des Paris 8, j'avais, Dominique Pro en analyse fonctionnelle du mouvement et je m'étais refait un petit peu mal à un genou. Il m'a dit: «Ah bah, reviens» et d'Alice a commencé et ensuite j'ai eu la chance qu'en 2002, le Centre national de la danse crée une formation pour devenir professeur de pilates pour, les danseurs. Avec les machines et avec, le tapis, proprement sur le travail de Jean Vendreuse, mais on avait les 2 et voilà, dès là, c'est parti. Pour un bon moment, j'ai fait les 2 choses en même temps, donc j'y arrivais. Ça, c'était plutôt, facile, hein, jusqu'à quand, en fait, toujours par le biais de l'université, mais en fait, je l'entendais déjà parler, mais j'avais 20 ans. J'entends parler du rolfing mais bon, j'avais 20 ans, ça rentre dans l'oreille de l'autre par Hubert Godard j'ai eu la chance de le connaître à l'université, à être un de mes enseignants et en 2006, toujours au Centre national de la danse, j'ai fait la formation de FSND. Donc il y a eu Sointar que je sais qu'il a participé à ton, voilà, podcast et là, on a 2 jours de rolfing et ça a été la révélation et du coup, voilà, ça a commencé, la formation qui a duré la formation des bases 3 ans, après encore 3 pour la spécialisation et puis au bout d'un moment, faire tous les choses en même temps, c'était plus possible et il fallait faire un choix, mais ça a pas été un choix, je suis pas quelqu'un qui fait un choix, tronqué. En fait, c'est que justement, je me laisse emporter par le mouvement et le mouvement m'a amené plus dans ça. En plus, des blessures, sont arrivées, pour le coup, en dansant, parce que j'avais moins d'entraînement et tout ça ça fait que je travaille toujours avec des danseurs, mais plus dans le côté, thérapeutique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait. Je me suis Si, peut-être si, parce que ça nous permet de cheminer avec toi, de voir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à être maintenant, bah, en fait, pédagogue et thérapeute, hein, puisque tu es les 2 et on va revenir un petit peu, bah, on a déjà un peu expliqué qui étaient les Dupuis. On va peut-être revenir un petit peu sur la figure d'Hubert Godard aussi, qui est, je pense, comme un peu un père, pas spirituel, un père thérapeutique pour toi, on peut dire ça? Quelque chose comme ça? Une paire, bah, spirituelle, c'est vraiment, je pense que j'ai 2 grandes rencontres comme ça. Une, c'est Hubert Godard, que même si, à la fac, au départ, j'étais jeune et après je l'ai retrouvé parce que dans à l'institut de Rolfing, que j'étais un peu plus grande, du coup, ça et l'autre, c'est Pedro Pardo qui est un Brésilien, pareil, de la faculté de c'est vraiment deux personnes qui m'ont fait, grandir. Bah, pas autant que d'Entremaille, mais vraiment comme personne, en fait. Voilà. Donc oui, spirituel, ça me plaît. Alors moi, j'aimerais bien revenir, parce qu'en plus là, ça tombe bien, je suis dans mon décor de, studio de pilates aujourd'hui. Sur, cette rencontre, avec les Dupuis, sur cette formation au CND. C'est d'ailleurs, à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Un peu plus tard, parce que tu me parles de Et la 2002. deuxième, en fait, c'est quand tu revenais du Brésil. Ouais, moi En c'était fait, il y a eu 2005. la deuxième formation et nous, de l'ancienne, on pouvait y aller comme elle disait, monsieur Dupuis, il disait: «On venait prendre notre piqûre de rappel». Ouais. Donc moi, je n'ai pas participé à la formation, mais comme je suis quelqu'un d'assez curieuse, j'avais entendu parler de cette histoire-là et d'ailleurs je me dis des fois avec le recul que j'avais beaucoup de culot, enfin des fois tu réfléchis pas aux choses.
J'ai appelé CND ou je sais plus par quel biais, j'ai réussi à rentrer en contact et dire: «Est-ce que je peux venir observer?» Et voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Effectivement, j'ai rencontré un petit peu toute cette bande de danseurs, pilateurs. Et toi? Voilà. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus parce qu'on en a souvent parlé entre nous. Cette lignée de Jérôme Andrews, elle est très peu connue en France et pourtant installée dès les années 50. Donc quand on dit que le pilate est une chose récente et à la mode en France, à la mode certes, mais pas récente du tout. Non. Elle a déjà plus de 70 ans, ici, en France, cette, méthode. Donc bah, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu qui était Jérôme Andrews? Comment c'est arrivé jusqu'ici? Alors, Jérôme Andrews était un danseur, qui était aux États-Unis et alors je me rappelle plus, exactement, les dates. Il dansait chez Graham, non, il me semble? Alors, il dansait chez Graham, mais avant tout, il dansait chez Doris Infray. Voilà, avant tout, et Ruth Sanleni. Donc a été un des premières, pareil, précurseurs, en fait, de la danse, moderne, en fait, ce qu'on appelait moderne. C'est un danseur qui est né en 1908 et décédé dans les années 90, si je ne me trompe pas, 92. Et donc il dansait chez Doris Infray, Ruth Sanleni, donc les pères, en fait, de la danse moderne qui est devenue après la danse contemporaine. Et il était aux États-Unis, à New York, et en fait, il a eu un double fracture de métatarse et donc il a entendu parler du monsieur Joseph Pilates, où tous les danseurs, cassés, ils y allaient. Et du coup, on oublie qu'en fait, souvent le pilates à la base, c'était ça, c'était un travail beaucoup de rééducation, beaucoup de retrouver justement une tonicité profonde pour pouvoir pour les danseurs danser, pour, les sportifs d'autres niveaux, mais il a cette grosse composante, thérapeutique et somatique et donc il est arrivé à son studio. Il a commencé à travailler avec lui. Avec lui, il a travaillé beaucoup, beaucoup tout le travail de la colonne. C'est ce qu'on dit, parce qu'en termes de comment dire? Des passations. Tout le travail des successions de la colonne et ce qui fait que Germain Rose, il a développé de plus en plus un travail, sur le travail excentrique, vraiment, en termes musculaires et en termes de direction par rapport aux gestes et du coup, propre pour les danseurs. Au moment où, bah, la succession du studio, il devait être donné, il lui avait Joseph Pilates, il lui avait demandé et Jean Mandreuse, à l'époque, il avait dit, «Non» et il était parti avec son réformeur, junior, que de temps en temps on peut voir, hein, comme maintenant, ça me plaît parce que de temps en temps, maintenant, enfin, on les revoit sur les réseaux, qu'ils étaient des petits réformeurs à du sol pliables, donc même les contemporains qui ont dit pliables, en fait, ils existaient déjà. Avec les plans du réformeur et des latchers de Joseph et on raconte qu'à la douane, justement, sur le bateau, parce que c'était par bateau dans les années 50, ils avaient vu ce truc avec des ressorts et tout ça et donc ils lui avaient demandé à Georges Mendoza alors c'est une légende, hein, mais nous, du coup, on l'aime bien. Bon, moi, je l'aime bien et ça va te parler. Il lui disait: «Mais c'est quoi cette chose?» et il lui avait dit: «C'est une machine» et en fait, la chose, c'était: «Mais il est où les moteurs?» et Jérôme Andrews, il répond: «Les moteurs, c'est vous» et je trouvais très beau, par rapport à cette idée-là et donc il arrive et il continue à danser. Il fonde sa propre compagnie et notamment, Solange Mignoton, Jacqueline Orbison, qui sont les mères de la danse moderne aussi en France. Solange Mignoton, elle est encore Waouh! présente. Jacqueline Orbison aussi, elle est décédée. Ils ont travaillé pour lui. Ensuite, ils sont arrivés Françoise et Dominique Dupuis, qui ont travaillé pour sa compagnie et donc lui, il entraînait, Jérôme Andrés, il entraînait tous ses danseurs avec les machines. C'est-à-dire que même pour monter sur scène, avant tous, ils avaient tous des réformeurs juniors et derrière les scènes, ils faisaient leur footwork, leur knee stretch et cetera, avant de monter sur scène. Du coup, ça s'est perpétué cette, comment dire? Cette école, beaucoup chez les danseurs, beaucoup en situation beaucoup plus privée. En fait, il y avait pas des studios parce qu'on les travaillait dans les studios de danse, dans les compagnies
Chaque enseignant après, Solange Mignoton, par exemple, elle travaillait chez elle, elle donne encore des cours chez elle avec son vieux réformeur junior et Ouais, j'avais pris quelques cours, étant dans cette curiosité-là, et c'est vrai que c'est un travail très spécifique, hein. et en même temps, on retrouve plein des choses et ça a perduré comme ça et effiloché, ça se dit en français? Oui. Que Mmh. c'est s'est perdu un petit peu. Par les jeunes générations aussi parce que dans les années 80, on va dire qu'en France, fin années 90, plutôt dans les années 90, c'est arrivé le pilates, l'école plutôt allemande, américaine, j'ai dit des bêtises, et du coup, c'est resté caché dans le milieu des danseurs et des milieux des danseurs contemporains. Alors que l'école américaine a pris plutôt le surpasse sur l'école, sur, on va dire, la danse, classique. Voilà, je fais partie de ceux que, après, en ayant fait des formations classiques avec Boulder et Miel Pers et tout, je pense qu'il y a un pilates et Joseph Pilates, il était un génie par rapport à ça et qu'il a justement travaillé avec différemment avec chaque personne et que, il a su comprendre en fait qu'est-ce qu'il avait besoin, cette personne-là. Donc et du coup, on peut recroiser les choses plutôt que de séparer chaque école. Je pense qu'on devrait, put together, les mettre ensemble et les faire travailler en coadhésion Mmh. et pas de voilà, de séparation parce qu'en fait, à la base, Ah oui. c'est le même travail. C'est comme si, en fait, il avait transmis un petit morceau à chacun des elders et que si on Exactement. met tout ensemble, on a la vision totale, globale. Ouais. Ah, j'aime bien cette idée-là. Et je Ouais. je pense que c'est vraiment comme ça parce que perso, voilà, de temps en temps, surtout quand je vais à Milan, je vais prendre des cours de Romana, ce qui est loin maintenant de mon, travail, mais j'adore aussi. Il y a des choses qui sont vraiment super. Polestar après voilà, organiser plus les choses d'un point de vue thérapeutique, mais c'est vraiment cette idée qu'il y a des puzzles partout et qu'il faudrait retrouver cette idée d'être ensemble et de faire valoir cette méthode encore plus que, comment dire? Sa valeur qu'il y a sur Instagram, mais qui a une valeur un petit peu de paillettes, ce qui est très bien les paillettes aussi, hein, mais il y a pas que ça en fait derrière. Donc de redonner un blason, un vrai blason de noblesse en fait à cette méthode. Heu Mmh. et il a été un génie par rapport à ça et quand je vois certaines passer même sur les réseaux des choses de Fletcher et je me dis: «Ah tiens» et comment tout ce développement, il a travaillé beaucoup avec les danseurs et forcément, chaque danseur, il est arrivé avec son background. Ça veut dire qu'avec quelqu'un qui travaille plus en danse moderne et contemporaine, il allait pas travailler les mêmes choses qu'avec un danseur classique. Ils avaient pas les mêmes, besoins et donc le but, c'était ça et forcément avec Jérôme et Jérôme Rose a développé après plus tout ce travail de la colonne qui est propre à l'esthétique de la danse contemporaine. Moins les membres, mais plus la colonne vertébrale. Donc voilà, je me suis perdue dans mes pensées, Non, mais heu c'est passionnant. Ça fait longtemps qu'on parle de ça et moi, j'ai très envie que les gens, au moins, connaissent un petit peu plus, cette lignée-là et parce qu'au travers de cette lignée spécifique, comme tu dis, ça remet, la lumière sur le fait que, la méthode, elle est multiple et que la vérité, elle est quelque part, au milieu de toutes ces lignes-là. Elle n'est pas, à un endroit, fixe. et il y a plein de choses qui peuvent se rassembler. Voilà et c'est simplement un point de vue différent, qu'on prend pour lire le mouvement et les besoins de ce qu'on a de nos élèves. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Mmh. Notamment, voilà, chez les artistes, on n'a pas forcément les mêmes besoins, si on est un circassien, si on est un danseur et un danseur de quoi. Chaque esthétique, elle est différente et il faut préserver cette esthétique. La Ouais. la méthode, elle est au service, de du corps qui est devant elle. C'est vraiment ça l'idée. Ouais. Mmh. Alors justement, comment tu travailles entre le travail corporel et le travail, manuel? Puisque maintenant, je pense que tu passes presque plus de temps en étant thérapeute manuel. On suit plus de temps en thérapie manuelle, en sachant que dans le rolfing, il y a un grand pan de ce qu'on appelle les rolfing movements, donc qui est tout le travail fonctionnel en mouvement
Donc notamment quand je vais travailler pour les danseurs ou, à Réservoir Danse, qui est une partie du centre chorégraphie de Rennes, ou au CND, on l'avait fait pour les danseurs aussi avec, Rita Geirola. C'est comment les choses, résonnent chez les unes et les autres. J'ai pas pu quitter le mouvement parce que je viens de ça et encore une fois, pour moi, c'est juste 2 ponts différents et le rolfing m'a permis de faire ce pont, en fait, entre le thérapeutique et le mouvement et du coup, pour moi, après, au fur et à mesure, ça s'est développé à une passion parce que par une matière que ça semble, pas chouette, mais qu'elle est trop cool, qui s'appelle l'anatomie, mais qui est l'anatomie fonctionnelle, qui n'est pas du tout l'anatomie, d'un point de vue, médical, hein, ou, biomécanique parce que, nous enseignons le mouvement, nous transmettons le mouvement. Moi, pareil, en thérapie, je vais être sur le travail des fascias, mais avec l'idée de mettre les fascias dans un contexte de mouvement, de la posture, parce que c'est vraiment la particularité du rolfing et du coup, on a un socle commun qui est cette, anatomie du mouvement. Quand je dis fonctionnel, c'est vraiment du mouvement et qui n'est pas seulement la biomécanique. Parce que la biomécanique, il prend un segment et c'est la loi physique. Or, le mouvement et le geste fonctionnel, c'est selon aussi tout ce qui a la perception derrière. Ça veut dire que si j'étends un bras pour aller attraper une bouteille, pour chasser quelqu'un, pour, ramener aller chercher quelqu'un pour le ramener vers moi, n'a pas du tout le même geste en fait, et du coup, neurologiquement, ils vont pas s'activer forcément les mêmes muscles. Donc on essaye de travailler plus sur ça et c'est ça qui m'intéresse en fait dans l'anatomie, comment il vient s'appuyer, non pas de l'anatomie, parce qu'on va travailler sur le global, donc on va pas travailler de la biomécanique pure et dure sur une articulation et faire une rééducation d'une articulation, parce qu'on fait pas ça, mais c'est de mettre cette chose dans un contexte de globalité du mouvement du corps. C'est presque, une notion d'intention, Ouais. d'intentionnalité du mouvement. Voilà. Mmh. Et on le sait maintenant avec tous les études sur, les neurosciences, les neurones miroirs qui est déjà là, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental de comprendre. Donc on peut être des bonnes anatomistes, non pas, voilà, d'un point de vue médical parce qu'on ne l'est pas, en fait, mais c'est vraiment d'un point de vue, fonctionnel et de comprendre comment ça bouge et pourquoi ça bouge. Et l'intention. Ce qui revient, si je reprends les principes de Joseph Pilates, c'est cette histoire de concentration, et des précisions. Mmh. Donc je pense que les principes, on doit se remettre à ces principes-là. Du coup, moi, ma journée, mais je les coupe en 2, je pense. Il y a des journées où je suis entièrement au cabinet, des journées où j'enseigne l'anatomie, à l'école. Voilà et du coup, je coupe un petit peu mes journées en 2 parce que je pourrais pas faire que du cabinet, en fait. Je pense que j'ai besoin des 2 en fait. Ça me nourrit les 2 et quand je travaille avec les danseurs, on va mettre tout ce travail à l'intérieur d'analyse et comment une analyse du mouvement va enrichir le geste artistique, en fait. Moi, j'aimerais bien revenir sur, 2 mots ou 2 termes que tu as utilisés et refaire un peu de définition si tu veux bien. Un grand mot qui est les fascias, parce Ouais, que et je repensais à ça parce qu'on en entend parler, sous toutes ses formes en ce moment, il y a plusieurs techniques qui mettent ça un petit peu, en avant, comme le Moon's Floor, mais d'autres, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reportages à la télé, donc c'est très intéressant. On l'a à toutes les sauces aussi. Tout le monde le reprend. Maintenant, ça fait bien de mettre le mot fascia, dans ce ouais. qu'on enseigne. Mais Ida Rolf, elle a travaillé là-dessus, il y a déjà bien longtemps. C'est quoi 100 ans? Ça a 100 ans le En rolfing? fait, dans les années alors elle, c en fait, c'est la pionnière du travail des fascias. Ça veut dire qu'en réalité, le tout pionnier, c'est Steele, l'inventeur de l'ostéopathie, mais il l'a fait de manière, pas scientifique. C'est-à-dire plus, voilà, à travers le toucher des mains et cetera. Et ensuite, elle arrive cette femme hein, qui est une des premières femmes à s'être diplômée à l'université de médecine en 1926. Pardon, je vais mettre un petit peu, l'honneur féminin Il au faut, goût faut, du parce que jour. c'est rare, hein. Ouais. Mais je me l'ai dit, hein, souvent, je pense que c'est dans les techniques somatiques, on entend beaucoup les pères et très peu les mères et il y en a plein. Il y avait Bess Mendesiek qui, était fin du 18e, qui avait déjà travaillé sur le core stabilization, bien avant Joseph Pilates.
bien avant, Alexander, par exemple. Elle avait créé un livre des conseils de gym féminine, en fait, en 1800 sur, l'activation du corps avec la relation avec les membres, hein, donc voilà. Bon, fini de cette parenthèse un peu des pouvoirs de femmes, mais à part ça, en 1926, donc elle se diplôme en université, de médecine et elle part travailler à l'Institut, Rockefeller, notamment au département d'oncologie et elle était biochimiste parce qu'elle avait été devenue biochimiste et donc elle travaillait sur les cellules, en fait cancérigènes et elle a «découvert» entre guillemets, elle a commencé à travailler sur le fascia par rapport à ces recherches-là d'un point de vue purement, biochimique. Puis ses connaissances différentes, ils l'ont, amenée à pratiquer beaucoup, beaucoup de yoga, de l'ostéopathie justement et ensuite elle a connu, Fritz Perl qui est, celui qui a la gestalt thérapie qui a connu la gestalt thérapie et c'est lui qui la pousse un petit peu à dire: «Non, il faut que tu ouvres ton école». Donc ça a été, c'est par ce biais-là qu'il a dit: «OK, j'ai créé mon école» et du coup a commencé à elle était comment dire? Elle était un médecin, donc elle avait un point de vue, médical, donc elle a créé un protocole parce qu'elle avait besoin comme médecin de créer un protocole et donc elle a affiné ce protocole à l'intérieur de l'institut qui est à Boulder, et l'école elle était à Boulder et après c'est devenu, maintenant l'Institut de formation dans le Colorado. Alors il faut savoir que Boulder, dans les années 50 et 60, c'est encore et encore maintenant et encore dans les années 90 quand le New Age est parti, c'était, la ville de, voilà, de beaucoup du travail, autour de Au travail holistique, au travail un peu comme holistique, ça, voilà. spirituel, somatique, et cetera. Il y a une grande école aussi de formation de pilates, là-bas et donc elle crée, là-bas son institut avec, différents assistants qui sont devenus après des personnes qui sont connues maintenant dans le monde des fascias, notamment Thomas Myers, Robert Schleip, avec qui j'ai eu la chance d'étudier et différentes personnes et du coup, elle a travaillé dans les fascias au départ d'un point de vue vraiment, biochimique et puis d'un point de vue vraiment thérapeutique, manipulation. Mais à côté, elle s'était dit: «Pas tout le monde peut devenir thérapeute» et elle avait tout de suite créé la formation de Rolfing Movement et qui n'étaient pas ensemble à l'époque, elles étaient séparées, en fait. Et ensuite, c'est dans les dernières, 30 ans, je crois, 30 ans qu'ils se sont remis ensemble. C'est-à-dire que pour faire Rolfing Movement, il faut devenir Rolfer avant, mais avant, ils pouvaient faire le pont séparément. On pouvait commencer par le mouvement et arriver après et vice versa. Et qui était du coup de penser ce protocole, parce que c'est un protocole de 10 séances, normalement, purement d'un point de vue fonctionnel. Mais en fait, même à l'intérieur de ce protocole de 10 séances, il y a la fonction qui est vraiment retravaillée sur la posture en gravité, donc de remettre le fascia dans un contexte gravitaire et de travailler sur un alignement, dynamique par rapport à la force des gravités et remettre ce fascia autour. Or ce fascia, il entoure tout, parce qu'il entoure nos muscles, ils entourent nos ligaments, ils entourent chaque fibre musculaire, nos os et cetera. Donc quand on dit qu'on travaille le fascia, hein, c'est une intention. Là je cite, Hubert, Godard qui le dit: «C'est à travers la réalité que c'est à travers l'imaginaire qu'on touche la réalité». Parce en réalité, y compris un ostéopathe quand il travaille ou un kiné, dans la manipulation, nous en fascia, on va travailler, on va toucher la peau. En fait, les poils et la peau. Réellement, c'est juste réellement les chirurgiens qui ouvrent et peuvent réellement toucher le tissu. Donc, en réalité, le fascien, donc ça revient, ça fait rappel à ce que se disait d'être, ensemble. Quand on travaille le fascia, c'est une intention de travailler ça. Parce qu'en réalité, le fascia, il va amener tout le travail de tout le corps. D'un point de vue neurologique, parce que c'est le tissu qui a plus, en fait, innervé des nerfs, en fait, en relation avec le système nerveux. D'un point de vue musculaire, d'un point de vue osseux et c'est vraiment l'intention avec laquelle on se met qui fait qu'on va travailler plus un aspect ou un autre du fascia. Effectivement, ils se sont créés différentes écoles, bon, d'écoles de manipulation différentes, donc Thomas Myers, Schleip, il est toujours dans l'institut de Rolfing alors que, Thomas Myers, il s'est séparé. Carla Stecco qui a créé Fascia Manipulation, Barnes qui a mis au Fascial Release. Donc il y a toutes des manières différentes
Et en France, il y a eu Danny Bois et en fait Carini qui sont arrivés beaucoup plus tard. Ils sont arrivés dans les années 80, fin des années 80. Il faut savoir que dans les années 80 en France, ils étaient arrivés beaucoup d'Américains golfeurs. Donc encore une fois, les choses, ils s'imbriquent, une dans l'autre et cetera et C'est ce qu'on chacun appelle la a fasciathérapie? ouais, ce qu'on Fasciathérapie? appelle la OK. fasciathérapie en France, va travailler un aspect différent. C'est-à-dire qu'en fasciathérapie de Danny Bois, on va travailler beaucoup sur le fascia superficiel. En rolfing, on s'intéresse aux 2, donc beaucoup au fascia superficiel, mais beaucoup aussi au fascia profond, donc autour, du tissu musculaire. Mais de le remettre toujours dans un ce que je disais, dans un contexte fonctionnel, parce que ce protocole a une logique fonctionnelle et donc dans la partie de Rolfing Movement, on va travailler cette partie de fonctionnalité du mouvement et y compris les techniques de maintenant vont travailler certains aspects. Maintenant, on parle de fascia fitness. J'aime pas du tout le mot, mais bon, c'est comme ça s'appelle comme ça, qui est l'entraînement du fascia. On sait qu'en fait, le fascia a besoin de plusieurs aspects pour être travaillé, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'étirement, il y a besoin de contraction, il y a besoin de changement de vitesse, donc de dynamique. Il y a besoin de ce qu'on appelle le travail du rebond et du sol, donc de l'impact, comme les sauts et donc tout le travail de rebond avec les sons, les sauts, les petits sauts, la saute à sorte la corde à sauter et l'idée, c'est pour avoir un entraînement facial complet, il faudrait faire tout ça, le cadre. Or, chaque technique va développer plus une chose. Si je prends, des techniques qui vont travailler plus sur la lenteur, c'est vrai qu'ils travaillent les fascias, mais ils travaillent qu'un aspect du fascia. Si on veut le travailler dans tous les aspects, on devrait travailler la totalité. Ça veut dire qu'à l'intérieur des choses très, 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 très longues, il faudrait mettre des sauts. Et là, pour le coup, on s'est rejoint un peu moi par rapport à la danse, que ça fait partie, selon moi, des entraînements, facial par excellence. Donc, notamment où on a, tous ces caractéristiques de contraction. Quel type de contraction? Contraction en excentrique, en concentrique, en pliométrie et tout ça. Et du coup, chaque école va développer un aspect différent et encore une fois, c'est en les mettant ensemble qu'on Ensemble. peut et encore, on est loin du travail et nous, en manipulation, on va ajouter un travail qui est ce qu'on appelle, d'un point de vue physique, une force qui s'appelle thixotropie. J'adore dire ce mot, ça fait sérieux, en fait. Mais c'est simplement une loi que tout le monde en utiliserait une fois dans sa vie. Si vous mangez de la malbouffe et vous mangez des frites, vous voulez mettre votre ketchup sur les frites. Pour que faire sortir le ketchup de votre boîte de bouteille, vous secouez la bouteille pour que le ketchup, il se liquéfie et il arrive sur les frites. Or, la thixotropie, c'est cette loi-là que pour une substance gélatineuse, or les fascias, c'est une substance gélatineuse parce que c'est composé à 3/4 de collagène, plus d'autres selon ce qui est selon le comment dire? L'objectif qu'ils ont, ils vont avoir plus d'élastine, plus des fibres réticulaires, ils vont être plus des fibres denses si c'est autour des organes. Donc selon, voilà, l'aspect qu'ils ont, en tout cas, ou la fonction qu'ils ont, la fonctionnalité qu'ils ont, ils vont avoir plus ou moins de collagène. Mais il y a beaucoup de collagène et donc c'est une substance gélatineuse. Et donc en fait, le massage notamment la manipulation, va appliquer cette force. En fait, on est, la force qui secoue la bouteille de ketchup. Or, en mouvement, on peut faire exactement la même chose avec les accessoires, avec les balles, avec, les différents du coup Mmh. types de balles. La question des balles dures, balles molles, c'est une question, différente parce que ça touche au niveau du système nerveux. En fascia, c'est bien mieux avoir des balles qui soient plutôt molles ou caoutchouteuses comme on a un élastique, un peu comme, par exemple, les balles d'une méthode qui s'appelle la méthode, Franklin. Tu dis: «Je dois en avoir à côté Il de y en moi». a, je OK. crois, derrière dans le panier, derrière toi. Oui, tout à Le fait, oui, j'ai des panier, balles voilà. ah ouais. Ouais. Mais ça suffit des balles, en fait, qu'ils ont une élasticité et un retour. Parce que quand il y a, une balle qui est trop dure, oui, au départ, on s'est dit: «Ah, ça fait du bien», mais en fait, au départ, pour le muscle, pour le cerveau, c'est un danger parce qu'ils sont mal. Donc il va donner l'ordre aux fibres de se contracter par, le réflexe myotatique, le stretch réflexe. Donc on obtient exactement le contraire. Donc, c'est pareil dans la manipulation, c'est pas l'idée d'y aller tout douce, on peut y aller très profondément, mais avec l'accord de la personne et en travaillant avec la personne. Parce que si on veut travailler le fascia profond, on a besoin un peu plus de descendre un peu plus, mais toujours avec l'accord de la personne.
et on sait maintenant que tous les études sur la douleur, elle est neurologique. Donc et la fameuse phrase des 1 à 10, c'est chacun il va pas l'entendre de la même façon. Donc de d'être à l'écoute par rapport à ça. Donc quand on voit ces pistolets qui font que, comme ça, le pistolet il peut pas ressentir, une main d'une personne, elle peut Ah, ressentir. pistolet de massage ou les trucs comme ça ou même les gros rouleaux noirs très, très durs. Ouais. Ouais. Mmh. Donc même en mouvement, on peut mettre, bah, le travail de faire dissoudre un petit peu, pour faire glisser mieux les fascias les uns sur les autres à travers, le mouvement, en fait. Bah, ce que bah, c'est super, il y a plein d'informations techniques qu'on pourrait creuser un petit peu plus. Mais j'aimerais revenir sur un aspect qui est, quand on travaille comme ça, de cette manière-là sur notre corps, c'est pas juste des exercices, mais qu'on vient travailler en profondeur sur, réorganiser des choses, transformer, une fonctionnalité, rendre plus efficace et cetera. Pareil avec la thérapie manuelle, ça crée une profonde transformation chez la personne. Et toi, tu accompagnes ça, bah, notamment parce que quand tu vois des élèves depuis longtemps ou tu suis le protocole de Rolfing, qu'est-ce que ça t'inspire? Enfin, qu'est-ce que tu as envie de partager là-dessus sur Bah, d'accompagner cette transformation. Alors on est toujours nous, hein, mais il y a quand même notre perception du corps et du coup de notre relation au monde qui change. non, non. Moi, ça m'a changé, hein. Moi, je le dis clairement et ça dernièrement, j'ai dernièrement, depuis 3 ans, j'ai eu des choses assez difficiles dans ma vie et je remercie le travail qu'on fait. Parce que ça me permet de m'ancrer, mais réellement qui n'est pas l'ancrage dans l'idée de la force, mais pour avoir des ressources et du coup, je me dis que c'est arrêter cette dichotomie qu'on a de body and mind, mais b la le et puis on les met ensemble à travers le and, mais en fait, même là, il y a déjà une dichotomie, il y a quelque chose qui marche pas. En fait, ils sont co-ensemble, une coadhésion, une embodiment justement et du coup, c'est cette idée qu'il n'y a pas de séparation parce que les cellules et notamment le système nerveux et notamment les fascias, on dit qu'ils gardent la mémoire de quelque chose. Ça veut dire que je peux avoir dépassé un traumatisme au sens large, hein. Ça peut être une toute petite, chose comme une grande chose, d'un point de vue psychique, ce qui est très bien et d'un point de vue, ça c'est Peter Levine hein, qui parle de ça, notamment avec, Somatic Experience, sachant il y a une grande branche en fait dans le Rolfing de Somatic Experience. Le tissu, il a gardé en mémoire, ce traumatisme. Je fais un exemple d'un accident de voiture. J'ai un accident de voiture, j'ai une voiture qui m'est arrivée de la droite. J'ai eu peur, la voiture plein des casses, et cetera. Je surmonte ça d'un point de vue psychologique. Je sais que c'est pas moi, et cetera. Sauf que mon corps, il emmagasine quelque chose de danger qui arrive de la droite. Donc, il va faire si que, en fait, toute une partie de ma posture et de mes tissus vont se rétrécir vers la droite. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive de la droite de manière brusque, bah, mon système nerveux va refaire ça. Donc, à chaque fois, je recrée ça. Et au bout d'un moment, bah, cette chose-là peut devenir une contraction, une pathologie, peut-être une pathologie dans la suite, au départ, pas forcément. Et l'idée, c'est vraiment de travailler cette transformation-là et accompagner cette transformation-là. C'est la personne qui fait, c'est pas nous, on est juste au dépasseur, en fait. Ça, c'est vraiment, très Montessori, qui, aide-moi à faire tout seul, en fait. On n'est pas, nous, on est juste là pour, au cas où aiguiser la personne, hein, mais on va pas, Mmh. si on n'a pas envie de faire ce changement, libre à vous, en fait. Oui, c'est pour ça que j'utilisais le mot accompagner parce qu'en fait on c'est comme si on ouvrait des portes et on disait, beh, on invite et après la personne y va ou n'y va pas mais ouais, moi je sais que, j'ai suivi le protocole avec toi il y a déjà un petit temps, mais je pense que ça avait changé des choses dans mes appuis, au niveau de mes membres inférieurs et du coup dans la marche et dans la posture et après, des techniques comme le Pilates ou des choses qu'on va pratiquer viennent renforcer cette nouvelle fonctionnalité, cette nouvelle posture, cette nouvelle relation à la gravité et c'est intéressant que tu utilises le mot «relation» parce qu'on est en relation avec la gravité. Aïda Hem, Rolf, elle disait: «Le thérapeute, c'est pas le rolfeur, c'est la gravité». mmh, Donc nous, on n'est pas voilà, c'est la gravité.
Beh, c'est cette idée aussi, qu'est-ce qu'on entend par posture? C'est-à-dire que souvent quand on parle posture, on parle déjà du corps physique dans notre monde. Mais en fait, la posture aussi, c'est comment je me pose à moi-même, comment je me pose au monde, comment, si je suis tout le temps quelqu'un, ça je prends un exemple, c'est Hubert qui parle de ça, de voilà, avoir une tête qui est retraitée comme ça, pour chercher mon allongement, bah, en même temps, il y a quelque chose aussi qui est du sort de vers moi, en fait. Est-ce que je peux m'ouvrir au monde? Du coup, c'est la question de voir la posture aussi de manière différente. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui va être hypersyphosé, peut-être plutôt que lui dire tu es hypersyphosé, et du coup on se braque sur là-dessus qui est sur le corps, on peut lui dire il y a une très belle ouverture vers l'arrière du corps, donc vers l'arrière du monde. Peut-être on peut retrouver de l'ouverture devant. Et du coup, c'est vraiment prendre la posture dans le sens à 360 degrés. Moi, il me sont arrivés au cabinet pas mal d'hommes d'affaires, plutôt des hommes par rapport à ça, qui voulaient travailler justement leur posture. Ils n'avaient pas de soucis Mmh. mm, voilà, réellement physique, mais la posture par rapport au fait qu'ils étaient des gros PDG, machin, ils devaient travailler. Oui, Il devait se verticaliser. Ouais, et ouais. déverticaliser tout ça. Et j'ai trouvé très intéressant, en fait. Mmh. C'est vraiment ça. Donc, tu parlais de la marche, qu'est-ce que c'est? C'est le passé, le présent et le futur. Mmh mh. Chaque pas, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai la jambe derrière, elle est dans le passé. Le pied de transmission, ça va être dans le présent. Et le pied derrière, il va propulser vers le futur. Le devant, si on a un corps qui est tridimensionnel, si on recommence à repenser à un corps qui est tridimensionnel, l'arrière pourrait être, d'un point de vue symbolique, le passé, le devant, le futur. Et le volume à 3D, c'est le présent. Donc, Mmh. savoir de jongler, le but, c'est pas être toujours là, mais c'est que des fois, des moments où j'ai besoin d'être là, des moments où je peux être là et des moments où je peux être là. Ça dépend où je suis. Mmh. C'est pareil, on a notre, comment dire, notre tonus de sociétal, en fait. Si je Oui. donne un cours de Pilates, on ne peut pas être comme ça. Mais si je suis devant mon canapé, est-ce que j'ai le droit d'être comme ça? Oui, et il n'y a rien de grave en fait. Tant que je Mmh. sais que je n'ai pas pris comme celui-là, comme un schéma corporel, où être ça, c'est réellement moi. En fait, du coup, de découvrir qu'on a plein de cartes possibles, en fait. Euh, Mmh. C'est comme une palette. On peut jouer voilà. avec toutes nos postures et toutes nos tonicités différentes. Ouais. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture. Sur ça, pour moi, c'est vraiment important de commencer à repenser ça de bonne il y a un idéal physiologique qu'on voudrait, mais en fait, c'est travailler l'intentionnalité et la fonctionnalité de ce que je veux faire. Mmh. Donc, si j'ai envie d'être devant Netflix et vautrer devant mon canapé, bah ok. Au bout de moment, par contre, il y a toujours un bénéfice secondaire. Peut-être le diaphragme, il n'est pas hyper ravi. Du coup, je peux à un moment changer et puis vice-versa. Si par contre, être comme ça dans le métro parisien, ça me fait du bien, je me sens protégée du monde, pourquoi pas? Pareil, il n'est pas très content, je me mets ici, peut-être je me sens plus exposée au monde, mais mon diaphragme, il respire mieux. Donc, comprendre qu'il y a toujours un bénéfice secondaire dans n'importe quelle chose. Et c'est pour ça que sortir aussi de la dichotomie bonne et mauvais. Mmh. Et d'arrêter de s'obliger à faire des choses quoi, d'être dans un espèce de diktat. Ah super. Je pense qu'on a couvert déjà pas mal de choses, hein, on pourrait, je pense parler encore pendant des heures, enfin je sais qu'on peut parler encore pendant des heures tous les 2 et peut-être ce sera l'occasion une prochaine fois. Moi je voulais juste rappeler, on a souvent, partagé des formations ensemble, on a souvent, proposé des choses, on a créé pas mal de modules et notamment, un module à 3 voix avec, aussi une collègue, une chère collègue à nous qui s'appelle Annick Terrier et donc on sera de nouveau, à 3 voix cet été, fin août, pour un stage qui s'appelle Se déployer, qui était plutôt, en direction des professionnels, profs de pilates, en formation ou jeunes formés ou plus anciens, voilà et ça a lieu dans les Cévennes, donc fin août. Si vous voulez les infos, vous pouvez aller sur le site, mais on va, mener ce stage à 3 voix, donc Camilla, Annick et moi. Et on va travailler différentes choses justement sur bah, ce que nous tient à cœur et qui encore et nous nourrit en fait. Donc ce sera beaucoup autour de la pédagogie, mais on va aborder tous ces thèmes-là, la gravité, la fonctionnalité, l'anatomie fonctionnelle,
la posture, travailler ça, avec les mots, avec les exercices, enfin voilà. Quand même, on reste dans dans l'idée Dans aussi le de mouvement. Mmh. la encore une fois, bah, pourquoi séparer théorie et pratique? En fait, c'est ensemble c'est, une chose nourrit l'autre. Super. Merci beaucoup Camilla pour ton temps. Merci Je te beaucoup à souhaite une très toi bonne et puis et à très vite. à très bientôt. Merci, au revoir.